À Montlouis-sur-Loire, en Touraine, le domaine de la Bourdesière propose régulièrement de grands événements autour du bois, de la tomate ou du printemps. Et c'est bien normal que ce domaine mette la nature en avant, car ce château de la Renaissance est doté de jardins et de parcs d'exception que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de l'historienne de l'art et spécialiste des jardins, Charlène Potillon. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Charlène. Bonjour Émilie. C'est en votre compagnie qu'on se balade donc virtuellement aujourd'hui à Montlouis-sur-Loire en Touraine dans ce fameux domaine de la Bourdesière. J'en bafouille tellement je suis impatiente d'explorer tout cela avec vous. Il y a un château et un parc. Commençons par le château qui est au centre un petit peu du domaine. De quand date-t-il ? Alors le château médiéval, il a été construit au XIVe siècle et complété au début du XVIe siècle par Philibert Babot. Médiéval. Après, évolution, on est aujourd'hui un monument qui a des allures de château Renaissance ? Oui, c'est l'aspect que lui a donné la famille Angelier, donc au XIXe siècle. Effectivement, on a ce corps central à loggia qui est directement inspiré du château d'Azel-Rideau, d'où peut-être cette référence Renaissance. Mais voilà, Renaissance façon 19e siècle alors. Oui. Si on doit refaire un petit peu l'histoire du château et de son parc, quelles grandes étapes on peut retenir? Quel nom de personnalité on peut mettre en avant? Alors, la Bourdesière, c'est un domaine qui a une riche histoire et de nombreux grands paysagistes qui sont intervenus, ont passé ou ont inspiré les propriétaires. C'est surtout donc la famille Angelier qui donc achète le domaine en indivision en 1802, qui va faire évoluer ce domaine et faire appel à différentes personnalités du monde des jardins. Qui par exemple? Alors, on commence avec le paysagiste André Leroy, qui lui est chargé de redessiner le plan au milieu du 19e siècle. Donc, le propriétaire, qui est lui aussi passionné par l'art des jardins, il va reprendre les grands axes du projet d'André Leroy et créer un parc qu'il veut à l'anglaise, donc un parc irrégulier. Sort du cadre dit à la française des lignes Oui. droites, de la géométrie. Oui, donc en gros, ce qu'il va mettre en place, donc les douves médiévales vont être comblées, la terrasse va être mise en herbe et ponctuée de nombreux massifs en corbeille. On a un nouveau potager également qui va être tracé à son emplacement actuel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évolution au 19e siècle à Alors, la Bourdesière? entre 1875 et 1878, le baron Gustave Angelier fait lui appel au paysagiste Édouard André, donc grand paysagiste également du 19e siècle, dont l'exécution du projet est laissée au paysagiste Charles-Louis Dutoit. Donc on va avoir une vaste pelouse qui va révéler des perspectives vers la vallée. On les voit particulièrement quand on est au niveau du château et qu'on regarde. C'est un appel. Cette perspective, ce panorama nous appelle et on a donc un encadrement de cette vue par de grands sujets, donc des bosquets aux couleurs variées avec des cèdres du Liban, des platanes, des pins noirs, des tilleuls, des marronniers. Donc on va avoir aussi une longue terrasse ornée d'un kiosque dessinée à l'emplacement des anciens jardins du XVIe siècle et une serre qui est toujours visible aujourd'hui construite dans le potager. Ça, c'est la deuxième phase du XIXe siècle. Mais vous me regardez d'un air de dire qu'il va y avoir une troisième phase. Exactement. Puisque le baron Gabriel Lucien Angelier, lui, complète l'ensemble en faisant élever une écurie, une éolienne Bollé-Lebert et un château d'eau au début du XXe siècle. Une éolienne Bollé-Lebert. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors, c'est un nom qui est assez connu en Touraine, puisque ce sont donc des frères, les frères Bollé, qui ont inventé à la fin du XIXe siècle ces aménagements. Et aujourd'hui, on en a quelques rares témoins de ce patrimoine hydraulique, comme c'est le cas à la Bourdesière. Donc, l'éolienne est construite sur un puits d'environ 30 mètres de profondeur, aujourd'hui à sec, qui servait donc à irriguer les jardins. Et on a une autre phase. Ah, j'allais justement demander s'il y avait une quatrième étape. Alors, Oui, je on a suis toute oui. une quatrième étape. Donc là, on est plutôt au début du XXe siècle. Ce n'est plus la famille Angelier, c'est la comtesse Desmontiers-Merinville qui donc achète le domaine en 1923 et fait appel au paysagiste Louis Descorges entre 1928 et 1933. C'est un paysagiste de Touraine qui lui va beaucoup travailler comme Édouard André, comme André Leroy également. Ce sont des paysagistes qui ont une renommée nationale voire internationale qui vont beaucoup œuvrer en Touraine.
Donc la Bourdaissière, c'est un petit peu the place to be des paysagistes. En tout cas, les propriétaires aiment bien prendre Oui, le gratin des oui, paysagistes pour y travailler. tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans ce domaine situé à Montlouis-sur-Loire, entre la Loire et le Cher? Alors, dans ce domaine, au XXe siècle, en fait, il est abandonné. Donc, Oh, voilà, tout ça pour ça. tout ça pour ça, exactement. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Donc, il est abandonné au XXe siècle. Mais abandonné, c'est-à-dire il y a plus de Il propriétaires y a plus de ou? propriétaire, il est laissé un petit peu, oui, il est laissé pour compte. Enfin, voilà, on n'a plus de propriétaire à ce moment-là. Donc, un jardin, quand on ne l'entretient pas, ça Ça disparaît disparaît. assez C'est vite. la leçon que je retiens avec Ah vous, oui. Charline Cotillon, au fil de ces podcasts consacrés au jardin du Val-de-Loire. C'est un jardin qu'on n'entretient pas finit par disparaître. Oui, en tout cas, la nature reprend ses droits. Donc, les tracés, les lignes, perspectives, on peut toujours un petit peu les retrouver, les redessiner. Mais effectivement, la nature reprend assez vite ses droits. Et donc, au XXe siècle, le château est vendu aux enchères en 1959. Et c'est une maison de retraite qui va y être installée après de lourdes restaurations. Mais la maison de retraite prenant de l'ampleur, en fait, le château ne correspond plus aux attentes ni aux impératifs de sécurité. Donc, et aussi par rapport au nombre de pensionnaires qui augmente dans les années 1980, donc une nouvelle maison de retraite est construite dans la partie nord-ouest du parc et le château est à nouveau mis en vente. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Ça n'arrête pas de changer de propriétaire au XXe siècle alors. Oui, Qui sont les suivants? les suivants, et ceux-là, pour le coup, ils sont toujours là, c'est la famille de Breuil. Ce sont les princes Philippe Maurice et Louis Albert de Breuil qui se concentrent donc sur la revalorisation du parc et des jardins à partir de 1995. 1995 jusqu'à aujourd'hui, donc un bon paquet d'années pour Oui, travailler sur le parc qu'on connaît actuellement. C'est donc à eux qu'on doit tous ces événements que connaît le grand public autour de la nature, le festival de la tomate, la fête du oui. printemps. Alors Louis-Albert de Breuil est surnommé le prince jardinier. Oh, Donc ce n'est pas pour rien, effectivement. Et lui, son originalité, ça va être son intérêt pour une petite collection. Au début, il commence avec une variété d'une trentaine de tomates. Et rapidement, en fait, ça plaît aux visiteurs également. Donc l'idée d'un jardin conservatoire se développe. Et à partir de 1998, le potager évolue pour devenir donc un terrain de jeu privilégié où s'exposent les 400 variétés de tomates. 400 variétés. Oui, et à cette période-là, donc, ce conservatoire de la tomate est reconnu donc collection végétale spécialisée. Aujourd'hui, on est à 785 variétés. Il y a de quoi faire pas mal de sauces et autres jus et Oui, salades de tomates qu'on découvre justement lors de cet c'est ça. événement. Il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts, pour tout le monde. Et je suppose, alors je ne sais pas si le fameux prince jardinier s'occupait lui-même de ces tomates, mais il doit y avoir une équipe Oui, incroyable pour gérer tout ce patrimoine végétal. oui, Louis Albert de Breuil travaille donc main dans la main avec Nicolas Toutain, qui est le chef jardinier donc à la Bourdaissière. Et c'est un chef jardinier passionné qui n'hésite pas à aller à la rencontre des visiteurs pour les renseigner, qui a vraiment pris à cœur aussi ce travail de conservation autour de la tomate, puisque donc dans le potager aujourd'hui vous pouvez déambuler et un réseau d'allées secondaires enherbées vous permet d'approcher au plus près des variétés de tomates pour les observer. Ouais, observez, voilà, je constate qu'on ne dit pas pour les cueillir ou les Non. goûter. On se tiendra sage lors de la visite. Il y a aussi, puisqu'on parle de collection, de conservation, ce qui est assez marquant, c'est une collection de dahlias qu'on trouve Mhm. également sur ce site de la Bourdaissière. Pourquoi? Comment? Pourquoi ces dahlias? Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace? Alors, le Dahlia Color, c'est un jardin qui a été dessiné par le paysagiste français Louis Bénèche en 2009 et la collection, elle est agréée donc depuis 2020, collection végétale spécialisée. Donc, vous avez aujourd'hui plus de 400 variétés de dahlias. De la couleur, De la couleur, des effectivement. belles odeurs, vraiment, là, ça fait 2 fois que vous me parlez de conservatoire Ouais. Alors, spécialisé, collection végétale, collection végétale. conservatoire de collection végétale spécialisée. C'est vraiment reconnu au niveau national. Ça veut dire que le site accueille et s'assure du maintien, de la préservation, mais aussi de la visibilité, en tout cas, de ces collections. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités à ces parcs et jardins du domaine de la Bourdaissière? On a parlé des tomates, du dahlia.
quand on visite les lieux, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui valent le détour? Vous avez, le parc dans lequel il est très agréable de s'y promener. Vous avez une exposition, des planches d'Érole que vous pouvez découvrir. C'est vraiment une promenade aussi forestière et le château axe aussi, son discours, sa sensibilisation des visiteurs autour du bois, de l'utilisation du bois, de ses enjeux, que ce soit au niveau, de l'art, mais aussi des enjeux climatiques. C'est pour ça que vous avez, plusieurs festivals qui, au cours de l'année, qui montrent un petit peu, donc qui mettent à l'honneur ces différentes collections, ces différentes essences, comme le festival de la tomate, mais aussi le festival du bois et de la forêt. Un lieu, en tout cas, qui vit avec son temps, qui est à l'écoute, des changements, sur les questions environnementales. Si, vous vous intéressez à la Bourdaissière, vous pouvez d'ailleurs même, non seulement visiter, mais séjourner à la Bourdaissière. Toutes les informations sur le site labourdaissière.com. Et Charlène Potillon, vous avez le plaisir, de nous faire partager toutes ces connaissances, sur, les jardins du Val-de-Loire dans l'ouvrage que vous publiez aux éditions Ici en Région, Arbres et jardins d'exception de Touraine. On trouve ça dans tous les bons kiosques, Oui, toutes les bonnes librairies. oui, tout Bon, à fait. eh ben, merci beaucoup Charlène, d'avoir Merci été Émilie. avec nous. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.